Quoi, chenapan, vous me regardez au lieu d'aller voter? Non, non, il faut d'abord aller voter. Et après, vous pourrez regarder ma vidéo, même si le sujet de ma vidéo, l'or et le bitcoin, ou le bitcoin et l'or, est un sujet, bien entendu, autrement fascinant que, que les élections législatives. Non, non, les deux sont importants, mais voilà, je vous ai dit tout ce que je pensais du fait qu'il était important d'aller voter. Mais maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui est en train de se passer en arrière-plan. C'est un peu l'effondrement du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est un jeton commercialisable que certains confondent avec une monnaie en l'appelant une crypto-monnaie. Je viens de retomber sur parce que je cherchais quelque chose, un renseignement précis, je suis retombé sur un entretien que j'ai accordé en 2013. Ça ne fait quoi? Ça ne fait presque 10 ans. C'était un peu au début du Bitcoin. C'était un entretien à une revue d'informatique, d'informatique populaire, comme on dit, PC World, voilà, pour les gens qui achètent des ordinateurs personnels. Et là, on m'a dit, pouvez-vous présenter les crypto-monnaies? On ne disait pas encore crypto-monnaie, on disait juste Bitcoin, parce qu'avec le Bitcoin, est-ce que vous pouvez expliquer ça aux gens? C'est une monnaie virtuelle. Alors j'ai commencé par dire que c'était pas vraiment virtuel, que c'était pas vraiment une monnaie, et ainsi de suite. Mais pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que le Bitcoin en question, à l'époque, quand je donne l'entretien, je parle du fait que le prix du Bitcoin, et pas, j'évitais soigneusement d'employer le mot valeur qui laisserait entendre que ça vaut quelque chose. Le prix du Bitcoin à l'époque, voilà, ce qui venait de se passer, c'était qu'il est passé de 60 à 100, etc. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne de 2013. Il est monté jusqu'à plus de 60 000 dollars et il a perdu les deux tiers de sa valeur, bon, relativement récemment. Et en particulier, vous savez, il y a ce qu'on appelle les seuils psychologiques. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un seuil psychologique sur les marchés? C'est, voilà, les gens disent, si ça tombe en dessous de 20 000, voilà, ça c'est grave. Voilà, on a des repères comme ça. Si un marché boursier perd plus de 10% de sa valeur, on considère qu'il devient un ours, bear market, alors sinon il était un bull, il était un taureau. Ce sont des conventions, c'est du même ordre que les 3% de dette que les pays peuvent euh, se permettre en plus dans la zone euro tous les ans, des choses de cet ordre-là. Après, on s'intéresse à savoir pourquoi, d'où vient ce 3%, d'où vient ce 10%, etc. Dans ce cas-ci, c'est que, bon, c'est simplement que en tombant en dessous de 20 000 dollars, ça voulait dire que ça a perdu deux tiers de sa valeur, c'est-à-dire qu'on pourrait craindre que ça continue de tomber encore plus bas. Alors, bon, on parle beaucoup du fait que ces crypto-monnaies, on les appelle comme, je vais les appeler comme ça, même si ce sont des jetons, c'est rien de plus que effectivement que de l'argent de Monopoly ou que des jetons voilà, quand on joue à un jeu, qu'on a des jetons devant soi. On dit la même chose en anglais, on dit tokens, voilà, c'est le mot pour jeton, comme un jeton de casino ou pour différents jeux de cartes. Euh, je me souviens à une époque, il y a une boîte chez moi dans mon enfance avec, c'était des jetons, bon, je ne sais pas si on les utilisait couramment, mais c'était de l'ivoire. Ouais, c'était de l'ivoire. Je sais pas. Ah, c'était l'époque où l'ivoire était quelque chose de relativement commun pour voilà, des objets comme ça qu'on utilisait usuellement. Bon, revenons à nos moutons. Le Bitcoin a perdu plus de deux tiers de sa valeur, et voilà, on se pose la question, est-ce que ces crypto-monnaies vont tomber véritablement à zéro? Si on en croit ce que ce que je disais en 2013 à PC World, oui, quand on me demandait de qualifier le système de manière générale, ben, j'appelais ça cavalerie et pyramide, machine de Ponzi, comme on dit aux États-Unis. Je vous rappelle que Ponzi, c'est un bonhomme qui avait créé une pyramide. On disait aux gens que voilà, qu'il allait pouvoir devenir très très riche en se joignant
à son scheme, voilà, à sa machination. Qu'est-ce qu'il avait, d'où venait l'argent en principe? On avait constaté effectivement que, comment ça s'appelait? C'était des choses qu'on pouvait acheter au bureau de poste, comment, des billets internationaux. Non, c'est pas billets. C'est un truc qu'on va acheter à la poste et on envoyait ça dans une enveloppe et les gens à l'autre bout pouvaient acheter des coupons, voilà, coupons internationaux, choses comme ça. Les gens à l'autre bout pouvaient échanger ça contre un certain nombre de timbres. Mais ce qu'on avait constaté, c'est que voilà, le prix de mettre un timbre sur une enveloppe variait. Ce que Ponzi avait noté, c'est que ça variait énormément d'un pays à l'autre. Et que donc, en faisant du trafic de coupons voilà, internationaux, on pouvait gagner de l'argent en achetant là où ça coûtait pas cher et en revendant là où ça valait beaucoup plus. Bon, voilà. Mais évidemment, il aurait fallu, quand sa pyramide s'est écroulée, il y avait des millions et des millions. Il ne pouvait pas en réalité, faire un trafic de coupons internationaux, coupons postaux internationaux à l'échelle qu'il prétendait. C'est la même chose qui est arrivée avec Madoff. Madoff avait trouvé voilà, aussi un montage financier qui pouvait rapporter de l'argent, c'était astucieux. Mais quand Bernard Madoff, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, quand il a eu beaucoup plus de clients qu'au départ, et qu'il aurait déséquilibré les marchés en mettant tout cet argent pour faire son montage. Il a fait semblant qu'il continuait de le faire et il a fait tous les calculs. Chaque jour, il expliquait aux gens ce qu'il avait fait comme opération et ces opérations n'avaient jamais lieu. Il distribuait simplement à ceux qui étaient déjà là depuis un certain moment l'argent de ceux qui se présentaient comme nouveaux candidats. Et comme il avait un système très sélectif, qu'il fallait être l'ami d'amis d'amis pour pouvoir entrer dans son machin, les gens avaient une confiance absolue. Ça a été surtout voilà, des acteurs d'Hollywood et des gens comme ça qui se sont tournés, des producteurs, des metteurs en scène qui ont fait confiance à ça parce qu'il semblait qu'il y avait un tri qui faisait que vous étiez parmi les happy few qui pouvaient être escroqués par Madoff. Bon, mais ça, il ne le disait pas. Alors, quand on me demande au départ qu'est-ce que c'est le Bitcoin, je dis, ben, voilà, c'est une pyramide. Il viendra un jour où ça s'écroulera. Il y aura un certain nombre de gens qui auront tiré leur épingle du jeu, par exemple par du inside trading, voilà, comment on appelle ça en français? Du délit d'initié. On en parlait encore aussi récemment que la semaine dernière, voilà, d'un certain nombre de gens qu'on essayait de coincer parce qu'ils faisaient du délit d'initié là-dessus. L'attrait du Bitcoin et autres, c'est qu'il n'y a pas le regard de l'État. Et comme je le soulignais déjà en 2013, il n'y a pas le regard de l'État. Et donc, il n'y a pas la police pour arrêter les escrocs, il n'y a pas la police pour arrêter les faux monnayeurs, il n'y a pas de juge pour mettre les faux monnayeurs en prison, il n'y a pas de gardien de prison pour garder les faux monnayeurs pendant un certain temps. Voilà. Et donc, c'est récupéré par des mafias. Et vous dites, c'est formidable, hein, c'est formidable parce que je ne dois pas payer l'impôt là-dessus. Mais comme c'est plus ou moins sous coupe réglée du coup de mafias qui ont pris le pouvoir là-dedans, euh, eux aussi, ils reprennent leur petite commission que vous ne voyez pas. Mais alors vous êtes content, vous ne payez pas d'impôts, mais vous payez des gangsters, des mafias d'une autre manière parce qu'ils sont en train de rançonner le système. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a toujours des gens qui vous disent oui, mais il y a encore des pubs. Hein. Aujourd'hui, il y a encore des pubs qui vous disent il faut en acheter. Et là, pour le moment, ils sont un peu dans le collimateur. Aux États-Unis, Madame Kim Kardashian et Monsieur Matt Damon, parce qu'ils ont fait des pubs pour ce genre de choses et qu'il y a des gens qui les poursuivent maintenant en justice. En France, vous vous souvenez, Madame Nabila, vous disait que vous étiez un naze si vous n'achetiez pas des bitcoins parce que vous n'avez pas compris comment on gagne de l'argent. Euh, Tout ça est en train de s'effondrer. Et pourtant, on disait, voilà, que c'était mieux que l'or, que ça allait remplacer les vraies monnaies et que c'était mieux que l'or. Alors là, un petit mot, là, c'est pour ça que j'appelle mon petit billet, mon petit exposé, le Bitcoin et l'or.
Non, il n'y a jamais eu un rapport quelconque entre le Bitcoin et l'or. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, si jamais on devait considérer que c'était une monnaie, ce serait une monnaie fiduciaire. Bon. On pourrait considérer aussi que c'est un titre. Et là, il y a un article intéressant, c'est dans le Guardian aujourd'hui. Il y a dans le Guardian aujourd'hui qui nous rappelle une définition d'un titre financier. Euh, il y avait des définitions au XIXe siècle de titres financiers en France. J'en ai parlé quand j'ai parlé de la décision en 1885 d'autoriser la spéculation. Mais la Cour suprême des États-Unis, en 1946, avait donné une définition de ce que c'est qu'un titre financier. Et voilà ce que ça disait. Un investissement en argent dans une entreprise commune avec un espoir, une attente de profit, et que ce profit soit la conséquence, découle des efforts d'autrui. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est 1946, c'est la Cour suprême aux États-Unis, et vous avez reconnu l'exploitation selon Marx. C'est le fait que quand vous investissez dans l'argent, c'est pas le capital qui croît de lui-même, comme on le croit chez nous. Non, la Cour suprême des États-Unis disait c'est une exploitation du travail d'autres personnes, sans qu'on vous le dise. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu le mentionner. Alors, l'or, c'est une monnaie marchandise. Voilà, vous trouverez ça dans mon livre qui s'appelle L'argent mode d'emploi, qu'on trouve également en livre de poche de nos jours. Vous trouverez ça aussi, des choses comme ça, comprendre tout haut, comprendre Keynes en y pensant tout haut, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon livre consacré à John Maynard Keynes. Vous allez trouver un certain type de réflexion sur l'or. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, entre le moment où, comme maintenant, l'argent des banques centrales, c'est de l'argent à proprement parler fiduciaire, fondé sur la confiance, il y a une époque où l'argent était garanti par de la monnaie marchandise. Alors qu'est-ce que c'est une monnaie marchandise? C'est quelque chose qui est une marchandise indépendamment du fait que c'est une monnaie. Et historiquement, c'est devenu une monnaie parce que c'était une marchandise. Ça servait à quelque chose d'autre. Par exemple, quand la monnaie de sel des Barouillas en Nouvelle-Guinée, étudiée par Maurice Godelier, l'anthropologue français. La monnaie de sel des Barouillas, tout le monde a compris que c'est du sel et que au lieu d'échanger des barres de sel, on peut aussi bien l'utiliser dans la cuisine. Il y a des endroits, c'était aux Amériques, on échangeait comme étant de la monnaie des feuilles de tabac, voilà, des liasses de feuilles de tabac. Et bien, quand on avait envie d'arrêter de le faire circuler, on pouvait fumer le tabac. Bon. Pareil pour l'or. L'or, ça sert à des tas de choses et c'est une marchandise qui présente des caractères tout à fait particuliers qui ont fait que l'or est devenu l'or, c'est-à-dire une chose aussi appréciée qu'elle l'est. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est tellement appréciée? D'abord parce qu'elle n'est pas facile à trouver. Voilà, s'il suffisait de ramasser, si c'était comme l'eau du robinet, ça servirait pas de. Ce serait pas d'abord, c'est pas une marchandise. On va nous faire payer l'eau bientôt, mais on nous l'a fait déjà payer. Mais revenons à nos moutons, l'or, ça vaut cher. Le prix de l'or est cher parce que c'est rare. Et c'est pas simplement parce que c'est rare, parce qu'il y a des tas de choses qui sont rares, si on veut, mais qui n'ont pas un prix très élevé. Mais ça peut servir à des tas de choses. D'abord, ça se conserve très très bien. Voilà. Si je creuse dans mon jardin et que je trouve des pièces d'or de l'époque gallo-romaine, ah bah, si je trouve des os, ça vaut pas un clou, à moins que je puisse revendre ça pour, voilà, au poids au musée d'archéologie local. Euh, mais si c'est de l'or, si c'est des pièces d'or, ah bah, ça vaut toujours ce que c'est. C'est exactement d'abord, et vous l'avez compris, si je le retrouve facilement, c'est que justement, c'est pas des os, c'est imputrescible, comme on dit, c'est incorruptible. Comme c'est rare, c'est un prix élevé pour des petites quantités, euh, c'est malléable, ça se fond facilement voilà, pour un métal, c'est un métal qui se fond facilement. On peut définir assez facilement aussi sa pureté, c'est-à-dire combien d'or il y a véritablement là-dedans.
On n'a pas mélangé ça avec du laiton parce que la couleur est un petit peu approximativement la même, etc. Ça peut se découper. Et en plus, c'est une marchandise. Si vous avez des tas de pièces d'or et que vous savez pas quoi en faire, vous pouvez aller chez un joaillier et vous pouvez dire est-ce que vous pouvez faire un joli collier pour madame pour ça. Et quand madame en a marre, elle peut retourner chez le joaillier et le vendre au prix de l'or, parce que lui, si le bijou ne lui convient pas, il va le fondre et il va en faire autre chose. Voilà. L'or circule facilement. Il a si on prenait le plomb comme si on prenait le plomb comme monnaie, il faudrait déplacer des tombereaux si on voulait acheter quelque chose. Moi, je me souviens d'un monsieur qui est rentré chez lui. Il était allé à la banque. Il avait été chercher un. C'est une histoire vraie, hein, c'est un ami de mes parents. Il va à la banque. Il est allé chercher le lingot qu'il avait là dans son coffre-fort. Il ne se dit pas s'il en avait d'autres en plus. Mais il a un lingot dans sa mallette et il rentre chez lui. Et il arrive chez lui et il ne s'est pas rendu compte que sa mallette est crevée, le lingot n'est plus là. Alors il est catastrophé parce que ça vaut beaucoup d'argent. Sa femme lui dit, il dit qu'est-ce que, il dit bon bah tant pis, voilà, il fait de conneries, il fait de conneries. Et sa femme dit refais quand même le trajet. Il dit oui non, si quelqu'un a un lingot d'or dans le ruisseau, il l'aura ramassé, il sera parti. Il est retourné sur ses pas et il l'a retrouvé dans le ruisseau. Euh, Pourquoi? Et c'était des endroits passants. Les gens n'ont sans doute pas cru que c'était vrai. Et non, les gens n'ont pas cru qu'il y avait vraiment un lingot d'or dans le ruisseau. Ils n'ont pas ramassé. Voilà. Donc, un prix important pour de petites quantités. On peut le couper en petits morceaux. On peut faire des pièces d'or qui représentent voilà, une somme minime. On peut en faire des lingots. Qui sont des poids beaucoup plus grands. Ça représente, je ne sais pas comment ça représente un lingot, ça représente peut-être quelques centaines de pièces. Ça se transporte facilement, il vaut mieux pas avoir une mallette crevée, mais enfin ça se transporte quand même relativement facilement. Et ça ne s'abîme pas. On peut en retrouver dans un trou 2000 ans plus tard, et c'est toujours de l'or. Et pourquoi dans l'Antiquité on a commencé à utiliser ça facilement? L'empereur, voilà, l'empereur mettait son visage sur la pièce. Il la faisait estampiller avec son visage. Bon. Après, les rois ont fait pareil, etc. Si c'est de l'or, s'il y a une révolution, si on les coupe la tête au tyran, à Denis, le tyran d'Halicarnasse, et que vous avez toutes les pièces d'or avec sa tête dessus, ça n'a aucune importance. Vous allez le fondre et ça vaut exactement le prix que ça valait parce que ça circulait exactement pour la quantité d'or qu'il y avait dedans. C'était pas parce qu'il y avait le portrait du tyran d'Halicarnasse dessus. Bon, alors là, bon, j'ai expliqué un petit peu en détail ce qui fait la particularité de l'or. Je devrais faire encore une remarque à propos de la quantité en circulation. Quand la Nouvelle-Espagne dans la Nouvelle-Espagne, est allé piller entièrement le Nouveau Monde entre la frontière nord du Texas actuel jusqu'au Cap Horn. Ils ont raflé tellement d'argent et d'or que cet argent en or, ces pièces d'or, ces quantités d'or, quand elles se sont mises à circuler en Europe, ont entièrement bouleversé le système financier et économique de l'Europe tout entière, parce que la riche Espagne voilà, commerçait avec les autres, on lui faisait des guerres, on ramassait une partie de son butin quand elle écrasait sa flottille de la Grande Armada, quand elle l'écrasait contre des récifs, c'était quoi, encore noir. Lors de la Grande Armada, je ne sais plus ce qu'il a permis de faire en Angleterre, mais ça a permis une révolution économique. J'aurais dû regarder exactement ce que c'était, mais je ne pensais pas que je allais raconter cette histoire-là. C'est les quantités d'or qui sont venues ont déséquilibré la finance, l'économie européenne. Voilà. Et depuis, bon, cet argent représenté en or n'a pas disparu. Alors, revenons au Bitcoin. Non.
quand les autorités américaines, l'autre jour, c'était quoi, il y a 2 ou 3 jours, se sont demandé si on pouvait considérer que les monnaies, les crypto-monnaies étaient des titres, selon la définition de la Cour suprême en 1946, euh, il y a que la première partie de la définition qui vaut. C'est un investissement en monnaie, un investissement, mais le fait que ce ne soit pas une entreprise commune, qu'il n'y a pas une attente de... Si, il y a une attente de profit, sans doute, mais et que le profit découle d'efforts des autres. Oui, en réalité, avec ce qu'ils appellent le minage et qu'on appelle l'extraction en français, d'une certaine manière, il y a du travail qui est investi. Mais non, voilà, c'est du papier de Monopoly, on le sait aux États-Unis. Poursuivre Madame Kardashian et Monsieur Matt Damon de quoi? D'avoir dit c'est un bon investissement, oui sans doute, mais ils auraient pu dire aussi acheter des timbres, enfin, acheter des timbres de collection. Là aussi, la valeur, le prix ne dépend que du fait qu'il y a des gens qui veulent bien acheter ça. Euh, le timbre-poste, rare, bon, c'est pas une marchandise. Si vous revendez ça au poids du papier, votre collection de timbres rares, mais il y a vraiment pas intérêt. Non, l'or, c'est autre chose. Et bon, il y a d'autres monnaies. Bon, je vais citer le tabac à une époque, la monnaie de sel des Barouillas. Euh, des lingots de cuivre ont circulé en Chine autrefois, des choses de cet ordre-là, des choses qui peuvent servir, qui servent à autre chose, qu'on peut utiliser et qu'on peut utiliser comme marchandise et, et revendre au prix de la marchandise que ça représente parce que le prix de la monnaie s'est aligné sur celui de la marchandise que ça représente. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas de la tulipomanie, c'est pas le fait qu'on puisse acheter pour des milliers de florins un bulbe de tulipe au XVIIe siècle à Amsterdam. C'est du solide, ça peut être utilisé à autre chose, comme la barre de sel, comme la feuille de tabac. Le Bitcoin, c'est pouf, c'est rien, c'est du courant qui passe, voilà, qui passe entre les gens qui achètent et qui vendent ça. C'est pas du tout la même chose. Il n'a jamais été possible que ça remplace l'or comme le prétendaient un certain nombre de gens. Les malheureux, je les mets déjà au passé. Euh, vous avez vu, les bourses sont en train de s'écrouler. Vous vous souvenez que j'ai annoncé ça il y a vraiment longtemps là, rien qu'en regardant la courbe, j'ai montré ça sur mon blog, j'ai montré une courbe qui s'amortissait, et j'ai dit, vous allez voir, quand une courbe est partie comme ça, et elle va jusque là. Et malheureusement, non seulement elle est allée jusque là, mais elle continue de descendre. Euh, il y a les choses peuvent avoir un prix parce qu'elles sont une marchandise. Euh, C'est-à-dire avoir un autre usage que l'échange. Et, mais voilà, une monnaie fiduciaire, c'est une monnaie, une marchandise intéressante parce elle n'a pas d'autre, elle n'a pas d'autre fonctionnalité que d'être servir dans l'échange. Euh, quand, euh, quand Karl Marx parle de valeur d'usage et de, et de valeur d'échange, parce qu'il utilise une très très mauvaise traduction d'Aristote, qui est fausse, fautive, et qui croit qu'il est écrit qu'il y a une valeur d'usage et une valeur d'échange. Mais si on reprend ça, ce qui est propre à nos monnaies, c'est que leur seule valeur d'usage, c'est d'être dans l'échange. Voilà, c'est ça qui fait c'est un outil générique. La monnaie, c'est un outil générique d'échange, mais son seul usage possible, c'est l'échange. C'est ça qui, voilà, il est un peu paradoxal parce que il confond ces deux notions de valeur d'usage et valeur d'échange. Chez Aristote, quand on regarde une bonne traduction, il dit simplement qu'il y a des usages possibles. Pour la plupart des choses, il y a deux usages possibles. L'utiliser, une paire de chaussures,
un usage possible des chaussures, c'est celui par destination, comme on dit, voilà, c'est de les mettre à son pied, mais on peut les changer on peut échanger une paire de baskets pour une leçon de guitare, on peut les changer aussi. La monnaie, voilà, la monnaie, l'échanger, c'est le seul usage qu'on puisse faire. On peut la garder pour l'échanger un jour. On peut s'asseoir dessus, on peut la mettre dans son jardin et que moi j'ai la chance de découvrir toutes ces pièces d'or voilà, 2000 ans plus tard. Euh, c'est pas la même chose. Et les malheureux qui ont accepté d'entrer dans le jeu de cette pyramide, de cette cavalerie, de cette machine de Ponzi, vont pouvoir réfléchir un séjour prochain à la différence qu'il y a entre l'or et le Bitcoin. Il y a un article, je n'ai pas encore lu, un article dans le Financial Times ce matin qui dit que les victimes, ça va une fois de plus être les pauvres et les malheureux. Je vous rappelle que El Salvador a fait du Bitcoin une de ses deux monnaies nationales. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont peu d'argent et qui ont certainement investi là-dedans parce que, bah, ayant peu d'argent, ils ont fait ce qui était le bon choix économique. Le bon choix économique. Quand vous êtes pratiquement, quand vous êtes à la rue, on voit les gens qui sont à la rue et qui achètent des billets de loterie et on dit ah, il ferait mieux d'utiliser l'argent à ça. Non, non, je suis d'accord avec vous. Mais d'un point de vue purement économique, la seule chance qu'ils ont de sortir dans la condition dans laquelle ils sont, c'est de gagner le gros lot. Et malheureusement, il y a sûrement des gens qui ont acheté des monnaies, des crypto-monnaies, allez, je vais les appeler quand même comme ça, des jetons commercialisables, parce qu'on le disait, ça fait du 30%, ça fait du voilà, et à la banque, vous avez bien vu, hein, la banque ne vous donne plus le livret A. Entre le livret A et le Bitcoin avait l'air plus attrayant. Malheureusement, c'était de la cavalerie, c'était de la pyramide. Voilà, allez, à bientôt.